exception. On la maintient. Ok. Ça des formules. Moi, j'aime pas que vous n'êtes pas mis à côté de ce enfant. Ah ouais, c'est celle-là qui est pas en avance. On va commencer, Béatrice, je pense. Bien sûr. Bien sûr. Ah oui, comment Ton micro est branché. D'accord. Ah, mais c'est... Non, ça. Oui. Ok. Ça va vite m'énerver. Voilà, mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer. Il est 9h30 pile. Bienvenue à cette conférence de presse organisée avec ma collègue Madame Béatrice Métrou. On va vous présenter le dispositif de vaccination contre le Covid-19, dispositif qui a été élaboré pour le canton de Vaud, en précisant évidemment pour commencer que pour l'heure, aucun des 3 vaccins achetés par la Confédération n'a été approuvé par Swissmedic, mais les choses pourraient aller très vite quand cette approbation sera réalisée. Alors que le canton de Vaud se prépare depuis des semaines à cette campagne de vaccination unique, il nous paraissait important à ce stade de pouvoir expliquer d'ores et déjà ce qu'on va mettre en œuvre pour offrir à toutes les résidentes, à tous les résidents du canton qui le souhaitent, de pouvoir accéder à ce vaccin. Le professeur Blaise Janton d'Unisanté, spécialiste des maladies infectieuses et de la vaccination, apportera des précisions d'ordre médical sur les vaccins. Monsieur Oliver Peters, directeur général adjoint du CHUV et chef du comité de pilotage vaccination pour le canton, ainsi que monsieur Laurent Meyer, chef de la sécurité du CHUV et chef de la task force vaccination, se tiennent également à votre disposition à l'issue de la conférence de presse pour répondre aux questions qui ne manqueront pas d'arriver. Avant que la première habitante ou le premier habitant du canton ne se fasse vacciner, plusieurs prérequis sont nécessaires et il est important ici de pouvoir les rappeler. Je le disais, d'abord, Swissmedic doit valider les 3 vaccins qui sont actuellement en lice. Cette phase d'approbation prend plus de temps en Suisse que dans certains pays voisins parce que cet organisme, Swissmedic, a des exigences extrêmement élevées, notamment en matière de sécurité, comme pourra vous l'expliquer le professeur Janton dans quelques instants. Et ça, c'est évidemment une bonne chose, mais c'est aussi ce qui explique que dans certains pays voisins, on a d'ores et déjà commencé à vacciner. Deuxième contrainte, la
Confédération doit, elle, nous livrer les vaccins, hein, puisque c'est elle qui achète, c'est elle qui nous livre, et ensuite c'est nous qui sommes en charge de vacciner la population. Et enfin, il faut savoir que chacun de ces 3 vaccins présente un profil et un défi logistique propre, un défi logistique différent. Tous ne pourront, par exemple, pas être administrés par des médecins ou des pharmaciens à cause de leur mode de conservation, mais évidemment, dès qu'il sera possible de bénéficier du vaccin AstraZeneca, les médecins et les pharmaciens pourront eux aussi commencer à vacciner, à l'instar de ce qu'ils font chaque automne et chaque hiver pour la grippe. Vous le voyez ici dans le cadre de ce tableau, le vaccin Pfizer, qui devrait être a priori le premier vaccin qui sera à disposition de notre pays, doit être conservé à moins 75 degrés, le Moderna à moins 20 degrés et le vaccin que j'évoquais à l'instant, l'AstraZeneca, dans des frigos plus usuels puisqu'il se conserve dans des frigos de 2 à 8 degrés. Certains flacons renferment 10 doses, ça c'est pour le vaccin Moderna, d'autres 5 doses, ça c'est pour le Pfizer. Tous ces vaccins doivent être injectés dans les 6 heures après avoir été mis à température ambiante et chaque personne qui souhaite être vaccinée doit l'être 2 fois. Avec le même vaccin, évidemment, on ne peut pas se faire vacciner une fois avec le Pfizer et 4 semaines après avec le Moderna. Hein. Il faut à chaque fois utiliser le même vaccin et il y a un intervalle d'environ 4 semaines entre les 2 injections. Vous l'imaginez bien, ces différentes contraintes constituent pour nous un défi colossal car il faut que le bon vaccin soit conservé à la bonne température, transporté au bon moment, parvenir au bon destinataire et injecté dans un laps de temps réduit sans être gaspillé, par exemple en le laissant trop longtemps à température ambiante ou en n'ayant pas assez de patients à vacciner pour terminer une fiole. Monsieur Janton va maintenant vous apporter des précisions à ce propos et ma collègue Madame Métraud vous expliquera ensuite comment la logistique a été pensée. Voilà, bonjour à toutes et tous. La question habituelle, c'est mais comment ce vaccin ça marche? Je vais donner l'exemple du vaccin mRNA puisque c'est celui de Pfizer et de Moderna. Donc c'est les premiers qui vont apparaître chez nous. Donc de quoi il est fait? Vous voyez que le vaccin, il est fait d'une séquence génétique qui est en sorte un mode d'emploi. Cette séquence génétique, elle est entourée d'une enveloppe de graisse. Ceci va être injecté chez la personne qui va se faire vacciner. Le mRNA va entrer dans ces ribosomes qui sont des petites machines qui vont produire la protéine du coronavirus, donc cette protéine spike qui est une protéine de surface. Donc c'est la personne vaccinée qui produit elle-même cette protéine qui va être exprimée ici à la surface, puis ensuite passer dans la circulation et générer les réponses immunes, donc les anticorps qui sont censés protéger la personne lorsqu'elle se fait infecter par le virus. La deuxième question, mais ces vaccins, c'est pas dangereux, c'est des nouvelles technologies, donc vous avez probablement tous lu que globalement il y a eu actuellement probablement plus de 100 000 personnes qui ont été vaccinées, donc on a un certain niveau de sécurité. Il y a eu 2 personnes en Angleterre qui ont eu des effets secondaires, donc une allergie importante, mais c'était des personnes qui étaient connues pour cette allergie, donc globalement, ça se passe bien. En ce qui concerne les vaccins mRNA, il faut savoir qu'ils ont été utilisés depuis 2000 ans pour des vaccins thérapeutiques en oncologie, donc ce n'est pas une totalement nouvelle plateforme. En ce qui concerne les vecteurs viraux, donc c'est AstraZeneca par exemple, c'est utilisé dans des études depuis plus de 15 ans aussi pour des vaccins malaria, tuberculose, VIH en études. Et puis actuellement, il y a plus de 15 000 personnes qui ont reçu la dose, dont d'ailleurs des jeunes enfants. Et la plateforme de vecteur viral, elle est utilisée pour le vaccin Ebola qui est commercialisé, qui a ici été donné à des centaines de milliers de gens, notamment en République démocratique du Congo, lors de la dernière épidémie.
Donc, ces vaccins font des effets secondaires habituels, donc des effets secondaires locaux, un peu de rougeur, un peu de douleur quelquefois. Ils font aussi un peu de fatigue et quelquefois aussi un peu de fièvre. Donc, c'est ce qu'on voit avec les vaccins habituels. C'est sûr qu'il reste une incertitude, puisqu'en fait, ces vaccins n'ont pas plus de 9 mois d'observation pour les sujets qui ont été inclus dans les phases 1, 6 mois pour les personnes incluses dans la phase 2, et puis à peu près 2 mois pour la phase 3. La phase 3, ça correspond à peu près à la vaccination d'un 20 000 personnes. Mais on nous annonce, et c'est déjà bien avancé, qu'à fin décembre, il y aura plus de 20 millions de personnes qui ont été vaccinées aux États-Unis. Donc c'est clair que si vous avez un effet secondaire rare avec 20 millions, vous pouvez les identifier. Comment calculer l'efficacité d'un vaccin? J'ai juste donné un exemple ici, c'est celui de Pfizer. Donc ils ont inclus 43 000 participants. La moitié, donc ce qu'on appelle le groupe placebo, a reçu simplement du sel, si vous voulez, de l'eau salée. Et puis, l'autre moitié a reçu le vaccin de Pfizer. Et vous voyez qu'ensuite, on suit ces personnes. Là, c'était pendant 1 mois. Et comme c'est des régions où l'incidence de Covid était élevée, on a pu voir que, comme vous voyez, dans le groupe placebo, vous avez eu 162 personnes qui ont eu le Covid versus 8 personnes seulement dans le groupe vacciné, ce qui équivaut à une efficacité de 95%. C'était la même chose pour le vaccin Moderna. Je vous donne juste ici un exemple un petit peu plus clair, c'est-à-dire, ça c'est les jours après la première dose, et vous voyez que ça c'est un encart de cette petite partie ici qui est très intéressante, parce que vous voyez que dans les 12 premiers jours après la vaccination, les deux groupes ont la même incidence, puis dès le 12e jour, il n'y a quasiment plus de Covid, donc de maladie, chez les personnes vaccinées. Donc ça veut dire que même après une dose, vous êtes protégé, en tout cas pour une période assez courte. La question aussi très fréquente, c'est mais comment est-ce que c'est possible d'avoir développé un vaccin si vite? Vous voyez ici, d'habitude, ça prend une quinzaine d'années, avec chaque étape qui prend 1 année, 2 ans ou 3 ans. Ensuite, il y a les autorisations des autorités de régulation qui prennent encore du temps. Puis ensuite commence la production. En fait, comme vous savez, tout le monde s'est mobilisé pour développer des vaccins contre la Covid. Donc en fait, quand vous avez 100 000 personnes plutôt que 1 000 personnes, les choses vont beaucoup plus vite. Et puis les phases, comme vous voyez, n'ont pas été faites les unes après les autres, mais ont été faites en parallèle pour une partie. Dès qu'on avait une information de sécurité suffisante avec 10 personnes, on allait à 100 personnes, puis à 1000 personnes, puis à 10 000. Et l'autre élément très important, c'est que la production a commencé avant même de savoir si le vaccin était sûr ou efficace, pour qu'au moment où on donne l'autorisation, ce qui est par exemple pour la fin du mois de décembre, par exemple, ou début janvier, eh bien, vous avez tout de suite les vaccins disponibles pour être vaccinés. Donc, c'était la raison pour laquelle ceci a été fait. C'est aussi grâce au fait que c'est de l'argent public qui a payé le développement pour la plupart de ces vaccins. Merci. Ouais, je me désinfecte les mains. Quelques mots maintenant sur nos intentions. Le premier objectif de cette stratégie de vaccination est bien de protéger contre la maladie les personnes qui payent le plus lourd tribut, donc celles qui développent les formes les plus graves du Covid, celles qui en décèdent. C'est pourquoi elles seront, elles, vaccinées en premier, ainsi que toutes les personnes qui sont susceptibles de les infecter, comme le personnel de santé, le personnel qui travaille avec des personnes, par exemple, qui résident dans un MS, mais aussi les familles qui résident avec des personnes vulnérables, qui vivent sous le même toit que ces personnes, pour qu'on puisse ainsi sauver des vies, mais aussi outre le fait de sauver des vies, redonner à ces personnes une vie sociale, puisqu'on sait aujourd'hui que
beaucoup de ces personnes vulnérables vivent quasiment reclus pour éviter d'attraper le Covid alors même qu'elles présentent déjà d'autres types de maladies. Donc on pense en particulier aux plus de 75 ans. Beaucoup, et on les comprend évidemment aisément, vivent très mal l'isolement que le Covid leur impose, d'être éloignés de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs amis. Et donc on commencera par ces personnes vulnérables, les plus de 75 ans, mais aussi celles qui souffrent de maladies qui sont définies par l'OFSP. Ces critères ont été posés par l'OFSP, on va les respecter. Des maladies du type hypertension artérielle, maladie des voies respiratoires, d'un cancer évidemment, de maladies cardiovasculaires, d'obésité importante ou d'une faiblesse immunitaire. Et puis, je vous le disais, évidemment, les plus de 75 ans. Le deuxième objectif, il est de permettre de réduire la charge qui pèse sur les hôpitaux, de leur permettre de reprendre une activité normale en pouvant à nouveau réaliser des opérations peut-être non vitales, mais hautement importantes, puisque, vous le savez, nous avons maintenant une situation extrêmement grave qui fait que nous avons dû repousser toute une série d'opérations du type de celles que je viens d'évoquer pour pouvoir permettre aux hôpitaux de dégager des places supplémentaires et des forces de travail pour prendre en charge les patients Covid. Ces reports auront un impact à terme, peut-être même sur le court terme, par exemple dans des pronostics de guérison aussi pour des personnes qui sont très malades. On a aujourd'hui des gens de 30 ans, de 40 ans qui ont un cancer et qui ne peuvent pas être opérés au moment où elles devraient être opérées. On doit repousser ces opérations. Ça devient évidemment extrêmement problématique pour ces gens-là. Et bien sûr aussi pour les hôpitaux qui doivent réorganiser constamment ces plannings opératoire. Le dernier objectif, c'est évidemment de mettre fin à la pandémie en empêchant le virus de circuler. S'il ne trouve plus d'hôtes à attaquer, alors il disparaîtra et nous pourrons toutes et tous enfin reprendre le cours normal de nos vies. Le vaccin sera pour ces différentes raisons proposé également à l'ensemble de la population, mais ceci dans un deuxième temps, quand on aura aussi les doses suffisantes pour pouvoir le faire, puisqu'il faut savoir, c'est important de le dire déjà maintenant, parce que cet élément, une fois que des annonces auront été faites, va devenir évidemment un objet d'interrogation forte qui sera notamment adressé aux autorités sanitaires cantonales, c'est que les livraisons qui vont être faites par la Confédération vont se faire de manière échelonnée. Je le disais avant, on aura d'abord un vaccin, ensuite rapidement un deuxième vaccin qui nous sera livré, mais ces livraisons, elles se feront dans des proportions qui ne permettront pas d'emblée de faire de la vaccination de masse, comme on dit. Donc on devra commencer par ces groupes vulnérables et une fois qu'on aura les doses suffisantes, eh bien, nous pourrons commencer à intégrer les adultes qui ne présentent pas de comorbidité, qui ne font pas partie de ces groupes vulnérables. Dernier point important à souligner, beaucoup de gens se posent la question du libre choix. Personne, quel que soit le groupe auquel il appartient, ne sera forcé de se vacciner. Alors, quand est-ce qu'on commence? Notre but est de pouvoir le faire aussitôt que possible, en commençant, je le disais à l'instant, dans les EMS, notamment par le biais d'équipes mobiles, ma collègue vous en parlera. Pour être prêt, une semaine de formation sera organisée dans la semaine du 4 janvier déjà, pour former d'abord les préparateurs, parce qu'il faut savoir que le vaccin Pfizer, il arrive en deux composants différents qu'il va falloir mélanger. Donc on doit évidemment former les personnes à préparer ces vaccins, parce que c'est évidemment gage d'une sécurité à laquelle on ne doit pas échapper. Ça nous permettra également de former les piqueurs. C'est le terme qu'on emploie pour évoquer les gens qui vont aller faire des piqûres, et puis évidemment former aussi tout le personnel administratif, donc les personnes dont on aura besoin pour pouvoir gérer les listes, bien sûr, des personnes qui souhaitent se faire vacciner, qui seront vaccinées, et puis aussi, bien sûr, pouvoir gérer la deuxième injection qui aura lieu, je vous le disais, quelques semaines après. Dès le 11 janvier, ces équipes, elles seront opérationnelles et prêtes à partir sur le terrain
Et puis, parallèlement ou presque, là, on a encore évidemment quelques incertitudes en fonction du nombre de doses qui nous seront livrées. Les personnes vulnérables qui ne vivent pas dans des institutions pourront, elles, se rendre dans des centres de vaccination qui vont être mis sur pied dans les différentes régions sanitaires du canton. Le CHUV ouvrira les feux au plus tard le 18 janvier et dès le début du mois de février, on aura un centre dans chacune des 4 régions sanitaires du canton. Ensuite, je vous le disais avant, les médecins, les pharmaciens qui le souhaitent pourront également vacciner, mais pour cela, il faudra que le vaccin AstraZeneca en particulier arrive. Voilà, maintenant ma collègue va vous présenter les dimensions logistiques et sécurité de ce dispositif unique qui proposera à 400 000 Vaudoises et Vaudois un vaccin d'ici cet été. Voilà, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis accompagnée de Denis Fradevaux, le chef d'état-major de l'état-major de conduite cantonale. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez également vous adresser à lui. On est face à un énorme défi, mesdames et messieurs. Ma collègue Rebecca Ruiz vous l'a dit, le docteur Janton aussi, on doit vacciner une population et en fait, ça ne s'improvise pas comme ça. Donc, on a un énorme travail de planification et d'organisation à faire. C'est vraiment un énorme défi. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous expliquer comment on va faire. D'abord, un rappel pour souligner ce qui a été dit précédemment. Il y a 2 phases dans cette vaccination. La première phase, on l'a dit, 11 janvier dans les EMS. Et puis, au fur et à mesure où le vaccin va arriver, une deuxième phase dans les autres institutions, dans les centres hospitaliers, avec le premier centre hospitalier qui sera le CHUV. Ma collègue vous en a parlé. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? On va mobiliser la protection civile vaudoise. Depuis le début de la pandémie, vous m'entendez dire l'importance de la protection civile vaudoise, vous m'entendez dire qu'elle est impliquée dans un certain nombre d'actions, et là, plus que jamais, elle sera impliquée. Elle va être impliquée, grosso modo, dans plus de 200 EMS et dans d'autres institutions. On a bien sûr un enjeu majeur, ce sera de trouver le personnel, de le former rapidement. Nous excluons pas d'avoir des renforts externes, par exemple l'armée. On est en train de faire des demandes à l'armée. Elle a été présente, l'armée, dans un certain nombre d'hôpitaux, aux soins intensifs par exemple, mais là on va faire encore appel à l'armée. C'est donc, je vous l'ai dit, un grand défi organisationnel et humain, non seulement de quelques semaines, mais nous l'estimons avec ma collègue et le Conseil d'État à plusieurs mois. Et la protection civile sera un des maillons de cette organisation. Pour rappel, nous avons déjà effectué plus de 100 000 jours de service dans le cadre de cette crise, la protection civile. Donc on a mobilisé un certain nombre d'astreints. Je vais y revenir. Alors, je vous l'ai dit, on a mobilisé beaucoup d'astreints depuis le début de la pandémie. Et là, je fais un appel officiel aux employeurs. Nous sommes conscients, autorités vaudoises, du lourd tribut qui est payé par les employeurs qui doivent libérer des astreints. C'est vrai qu'on convoque les astreints, c'est vrai qu'ils sont impliqués dans la gestion de cette crise et les employeurs doivent renoncer à une partie de leur personnel, alors que les mêmes employeurs, on le voit tous les jours dans les journaux, souffrent également des mesures prises pour réduire la propagation du virus. Alors, publiquement, et je tiens à souligner, publiquement, le Conseil d'État, par ma voix, remercie employeurs et indépendants pour leur précieuse contribution à l'effort solidaire de l'ensemble de la société. C'est un effort commun sans lequel on n'arriverait pas à maîtriser cette crise. Parce que vous l'avez bien compris dans les explications de ma collègue et du docteur Janton, plus vite le pourcentage de la population à risque sera vaccinée, plus rapidement on pourra desserrer certaines mesures restrictives. Donc merci aux employeurs pour leur contribution à cet effort. Alors concrètement, comment est-ce qu'on va faire ça? Il y a la constitution d'équipes mobiles. Nous avons 6 à 8 équipes mobiles d'astreints de la protection civile.
grosso modo entre 60 et 70 personnes engagées par jour, 5 jours sur 7. Alors, une équipe, vous le voyez, la composition, un chef de groupe, un chauffeur, ça c'est la PCI, une aide à la conduite, ça c'est la PCI, injection du vaccin, c'est pour ça qu'il faut les former, c'est aussi des gens de la protection civile. Mais bien sûr, et là il faut le souligner, il y a la supervision d'un soignant, de quelqu'un du domaine sanitaire. On ne peut pas s'improviser sanitaire. Nous, nous assurons la logistique, l'organisation, la planification, mais nous ne sommes pas du domaine sanitaire. Donc, dans ces équipes, il y a bien évidemment un représentant du domaine sanitaire. Et ce soignant, c'est lui qui a le contact. Quand on arrive dans une institution, c'est ce soignant qui a le contact avec le responsable sanitaire de l'institution qui donne les instructions pour vacciner les personnes vulnérables et, cas échéant, les soignants qui le demandent. Donc, nous allons nous déplacer dans chaque institution, dans chaque EMS, de manière à pouvoir assurer cette vaccination. Vous voyez, c'est un important défi logistique. On doit avoir du monde, on doit avoir du matériel, on doit avoir des véhicules, on doit aussi pouvoir faire des débriefings, et ça, c'est important. Il y aura un débriefing chaque jour qui va être fait avec le département de la santé. Donc, vraiment, on travaille en bonne collaboration, on travaille en bonne intelligence, et on pourra ajuster les équipes cas échéants si on se rend compte qu'il y a besoin de plus de ceci ou de moins de cela, ou de plus de visites. Enfin, on va voir comment on va organiser ça parce que c'est quand même une grande première pour nous. On n'a jamais organisé quelque chose de ce type-là et il y a une sacrée planification qui est en place. On a résolu des accidents, on a répondu à des catastrophes naturelles. Je dirais, c'est le travail courant de l'EMCC et de mon service, mais une planification sur plusieurs mois, on n'a encore jamais fait. Donc, on planifie ça avec beaucoup de soin et en bonne intelligence avec le département de la santé. Ça me paraît évident. Et toujours dans l'intérêt de la protection de la population. Alors ça, c'est un schéma, comme nous aimons les faire, qui nous parle bien. Peut-être il vous parlera moins, mais voilà, pour nous, c'est très important d'avoir des processus et des schémas. Mais vous voyez, au fond, ce que vous devez retenir, c'est il y a 4 régions, Est, Nord, Centre et Ouest. Vous voyez aussi que l'état-major de conduite cantonale organise ça, que c'est nous qui organisons les équipes mobiles et que ce sont ces équipes mobiles qui vont dans les 4 régions qui ont été indiquées. Et comme l'a dit ma collègue, la première région, ce sera le CHUV, avec un centre de vaccination le 18 janvier, comme ça a été indiqué. Et chaque région dispose d'équipes mobiles propres qui procèdent à la vaccination dans les institutions qui sont situées dans leur aire géographique. C'est pour ça qu'on a fait ce schéma en 4 régions. Chaque équipe mobile va dans sa région de manière à limiter et à être le plus efficace possible, limiter les kilomètres, être le plus efficace. Voilà, le centre de stockage du vaccin approvisionne les équipes mobiles, mais ça, c'est du ressort, bien évidemment, du département de Madame Ruiz. Nous, au fond, on fait cette vaccination. Alors, les objectifs, on l'a dit, en un premier temps, c'est tout le monde, résident et personnel et EMS, institution qui est vaccinée. Je rappelle que le vaccin n'est pas obligatoire, mais bien sûr fortement recommandé. Et grosso modo, on estime qu'il y aura 50 personnes vaccinées en 3 heures. Alors moi, je souligne cette opération qui est une opération indispensable, nécessaire. Et on remercie la protection civile de se mettre à disposition de la population pour faire ça. Ça va être un travail immense. Mais nous sommes prêts et pour la population, c'est extrêmement important.
Alors, il y a une conclusion en 2 temps. Je vais faire le premier temps et ma collègue fera le deuxième temps de conclusion. La période des fêtes, c'est vraiment une période difficile. On ne sait pas de quoi va être fait notre lendemain. On attend toutes et tous les communications du Conseil fédéral qui vont avoir lieu, je pense, tout à l'heure ou en début d'après-midi. Et on est actuellement dans la phase la plus dure. C'est une période où les gens sont là. On l'entend de toutes parts, on nous l'écrit. Noël, normalement, c'est une période de fête, une période de rassemblement, une période de retrouvailles. Je vis ça aussi. Ma famille habite à l'étranger et cette année, bon ben voilà, je ne la verrai pas. Et c'est un moment important. Et pourtant, on doit réguler ce moment important. On limite les rencontres, les sorties, les contacts physiques. On sait que c'est dur et le Conseil d'État en est conscient. Mais d'un autre côté, le message du Conseil d'État, c'est de dire on doit se tenir à ces règles, on doit se tenir à toutes les mesures prises à la fois par le Conseil fédéral et par le Conseil d'État, parce que notre but, c'est vraiment de régler cette affaire-là, d'éviter que la pandémie continue, d'éviter qu'il y ait ces contaminations et de bien tenir jusqu'à ce qu'on puisse vacciner une grande partie de la population. Alors, ma conclusion, c'est oui, c'est difficile. Oui, nous travaillons à ce concept de vaccination, mais ces mesures-là sont nécessaires, même si nous sommes conscients que pour la population, cette période-là est une période vraiment extrêmement dure à vivre. Voilà pour ma conclusion à moi. Ma collègue l'a dit, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Le bout du tunnel est à notre portée, mais pour cela, on doit tout faire absolument pour éviter une troisième vague qui ferait imploser nos hôpitaux. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, si on fait face maintenant à un rebond, nous ne serions plus en possibilité de faire des transferts de patients. Vous le savez, pendant cette deuxième vague, tous les cantons romans ont opéré des dizaines de transferts de patients du côté alémanique. Aujourd'hui, les hôpitaux alémaniques sont en surcharge. Ils ne pourraient dès lors pas prendre en charge des patients vaudois, des patients romans en cas de nouveaux rebonds. Et nous arriverions alors à la situation qu'on a tout fait pour éviter, jusqu'à maintenant, à savoir que nos hôpitaux aient à faire du tri de patients pour s'assurer de prendre en charge des personnes. Je crois que c'est aussi important de le rappeler, on a aussi des soignants, des soignantes, des médecins, du personnel dans nos institutions sanitaires, d'ailleurs pas seulement que dans les hôpitaux, qui est à bout, qui est épuisé, puisque cela fait maintenant des mois qu'ils sont au front et qu'ils se dévouent chaque jour pour prendre en charge des patients du Covid. Et c'est vrai que dans ce contexte, la vaccination est le souffle qu'on attendait toutes et tous, dont on osait d'ailleurs à peine rêver. Je me souviens au début de la première vague, on a de la peine des fois à se remettre aussi dans cette période qui nous paraît désormais bien lointaine et qui évidemment participe à la lassitude qu'on ressent toutes et tous qu'évoquait ma collègue. Au mois de mars, au mois d'avril, on ne savait pas si à un moment donné un vaccin allait enfin arriver. On était totalement dans l'incertitude quant aux capacités des équipes scientifiques à travers le monde de réussir à trouver un ou des vaccins qui nous permettraient de sortir de cette crise. Monsieur Janton l'a dit, grâce aux injections financières massives étatiques qui ont été faites, grâce au travail énorme qui a été fourni par des équipes scientifiques à travers le monde, on a maintenant cette solution qui est à notre portée, qui arrive. Mais pour que cette phase de sortie puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, on doit, je le répète, absolument éviter cette troisième vague, aussi parce que cette troisième vague, elle pourrait
nous empêcher de bien commencer à vacciner la population. Si on doit continuer à gérer une crise avec tout ce que ça implique de collaboration, y compris sur toute cette mobilisation extraordinaire de la part des astreints de la protection civile. Aujourd'hui, ils sont nombreux et présents pour gérer cette crise, en particulier dans tout le dispositif de traçage. Si on doit continuer à gérer cette crise et en parallèle déployer un dispositif de vaccination de masse, on va être dans une situation qui sera intenable pour les centaines de personnes qui sont mobilisées dans ce canton chaque jour pour faire face à cette crise. Donc, on en appelle à nouveau et toujours à la plus grande des prudences durant cette période des fêtes. Ma collègue l'a évoqué, on a envie de se rassembler, on a envie de se retrouver, mais il faut faire attention. Il faut faire attention aussi à nos plus de 65 ans. On le sait parce qu'on a fait des études de séroprévalence sur l'immunité de la population. Nous savons aujourd'hui que les 65 ans et plus sont peu immunisés dans la population parce que ces personnes-là ont fait extrêmement attention durant ces derniers mois. Elles ont été très précautionneuses parce qu'elles savent évidemment, et en particulier celles qui souffrent par ailleurs de comorbidité, elles savent les risques qu'elles prennent si elles attrapent cette maladie. Donc elles sont peu immunisés et nous entrons dans une phase où le mélange intergénérationnel va avoir lieu lors de rencontres familiales et il faut que la population soit consciente de la nécessité de protéger ces personnes en mettant en place des systèmes pendant les réunions familiales où ces personnes sont peut-être mises un peu plus à l'écart, en portant le masque lorsqu'on est dans des situations de proximité physique, en aérant. Toute une série de conseils et d'informations seront d'ailleurs donnés dans le courant de la semaine prochaine sur notre site, sur nos facs, pour les personnes qui sont intéressées à avoir des conseils et des bonnes pratiques pour bien protéger cette population à l'aube, comme je le disais, de cette nouvelle phase qui nous emmène peu à peu vers la sortie de crise. Voilà, donc ce qu'on aimerait aussi dire aujourd'hui, c'est que toute une série de réflexions doivent aussi pouvoir être entamées individuellement, c'est de savoir si les gens souhaitent ou non se faire vacciner. Ces discussions, elles doivent pouvoir avoir lieu évidemment dans les familles. On est bien conscient que lorsque la question de la vaccination va se poser en EMS, c'est pas qu'une seule personne qui est résidente en EMS qui va prendre cette décision. Souvent, il y aura des discussions familiales et on encourage vraiment la population à commencer maintenant à se demander si elle souhaite se faire vacciner pour se protéger soi-même, pour protéger nos aînés, son père, sa mère, par solidarité aussi avec tous les autres, à réfléchir à ce qui est motivant, ce qui peut être plutôt retenant ou entravant dans le fait de se faire vacciner. On va évidemment beaucoup communiquer ces prochaines semaines en mettant toute une série d'informations à disposition de la population et on invite bien sûr aussi la population à s'adresser aux médecins traitants lorsqu'il y a des doutes sur la vaccination pour que les médecins puissent aussi individualiser ce type de décision. Voilà, c'était le dernier mot que je voulais adresser. Donc prudence pour ces fêtes et puis évidemment belle fête quand même malgré tout à notre population. Merci. Moi, j'aimerais juste rajouter peut-être un chiffre à tout ce qui vient d'être dit. À l'heure actuelle, nous avons entre 400 et 450 astreints de la protection civile qui sont impliqués déjà dans les hôpitaux, les EMS, etc. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le dispositif qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment un défi logistique très important. Je pense que là, c'était un chiffre important à souligner. Voilà à disposition pour répondre à vos questions. Bruno. Moi, j'avais trouvé ce chiffre-là. Je ne sais pas si vous pouvez me le confirmer. Cette première, en tout cas, vague de vaccination pourrait concerner près de la moitié de la population vaudoise, environ 400 000 personnes. C'est juste. Oui, c'est l'objectif ambitieux que s'est fixé la Confédération de vacciner 50% de notre population d'ici l'été et le ratio vaudois est en effet un ratio de 400 000 personnes en précisant que cela impliquera 800 000 injections puisque je vous l'ai dit, il faut deux injections pour que le vaccin soit efficace.
répartition la Confédération va distribuer les doses au canton? Vous dites les proportions? Oui, de population. Alors, c'est toujours le même système. C'est évidemment une proportion fixée en fonction de la population, ouais, du nombre de personnes qui résident dans les cantons. Donc, pour nous, c'est entre 9 et 10 %. Une autre question, les centres de vaccination par les CHU, ceux en région, ils seront où physiquement? Vous savez déjà? Alors, comme on l'a dit, ils seront dans les 4 régions sanitaires du canton, principalement dans les hôpitaux, mais on a encore des précisions à donner, puis elles viendront en temps utile, puisque ces centres, comme je vous l'ai dit, concerneront la vaccination davantage de masse. Donc, on a encore le temps pour préciser dans quels hôpitaux, dans quelles structures proches des hôpitaux ces vaccinations se feront dans les régions de l'Est, de l'Ouest et du Nord vaudois. Vous parlez de 400 000 Vaudois, l'objectif ambitieux. Quel est le pourcentage de la population qui doit être vaccinée pour que cette campagne soit efficace? Les chiffres varient un peu, mais de manière générale, on pense qu'avec ce virus et sa capacité de transmission, il faudrait à peu près 70% de gens qui soient immunisés, mais ça ne veut pas forcément dire 70% de la population qui doit être vaccinée, parce que comme vous savez, peut-être au début du mois de janvier, dans certains groupes, on a plus de 20% de la population qui a déjà des anticorps, donc les gens qui ont déjà fait une infection documentée ne seront pas vaccinés, en tout cas dans les premiers mois. Désolée. J'ai 2 questions encore. Est-ce qu'on a une idée du coût que ça va, ce que ça va coûter, cette vaccination de masse? Et puis, vous prévoyez cette organisation sur combien de temps? Plusieurs mois, 6 mois, 8 mois? Alors, concernant le coût, je laisserai ma collègue répondre. Je vous l'ai dit, on est en train de planifier ça sur plusieurs mois, parce qu'il y a d'abord la première phase, puis après, comme on l'a dit, la vaccination dans les centres, et puis après la population. On a indiqué 400 000 personnes d'ici quelques mois, mais ça va durer en tout cas jusqu'à la fin de l'année. C'est difficile de vous dire au 31 décembre 2021, ce sera bouclé. Mais nous envisageons très clairement, Protection civile et MCC, d'avoir un dispositif, en tout cas toute l'année 2021. S'agissant des coûts, c'est aussi une chose qui doit être dite et qui est importante, c'est que la vaccination, elle va être gratuite pour la population. Les assurances maladies, elles vont prendre en charge les coûts de la consultation médicale, de l'acte vaccinal, tandis que la Confédération, elle assumera les coûts du transport, de distribution du vaccin dans les cantons. De même que les coûts bon, ça c'est un truc un peu technique, mais voilà, là vous avez déjà les grands éléments. Les cantons, pour leur part, eux, ils vont prendre en charge les coûts de la logistique sur le territoire, également la quote-part. Aucune franchise ne va être prélevée, ça c'est aussi important de le dire pour la population. Et aujourd'hui, les estimations globales qui sont faites, c'est qu'on prévoit des coûts entre 200 et 250 millions à charge des assurances maladies, un montant minimal similaire à la charge de la Confédération. Et pour les cantons, en tout cas pour le canton de Vaud, on estime que tout le dispositif logistique va coûter quelques dizaines de millions. C'est encore difficile de vous donner, un ordre de grandeur très précis, mais on s'achemine vers des coûts qui seront aussi très importants pour les cantons. Le vaccin sera gratuit. Oui. Gratuit pour la population, pour les personnes qui voudront se faire vacciner. Évidemment que le vaccin n'est pas gratuit et il a été acheté par la Confédération. Oui. Oui. Vous avez dit que la vaccination ne sera pas obligatoire pour tous les groupes de personnes. On ne peut même pas imaginer, par exemple, que le CHU puisse contraindre certains de ses collaborateurs à se vacciner. Non.
aucun hôpital ne contraindra ses collaborateurs ou qu'une institution sanitaire ne contraindra ses collaborateurs à le faire. D'ailleurs, comme on ne le fait pas en temps normal pour la grippe, il n'y a pas, disons, les bases légales, elles existent, on pourrait le faire, mais on fait le choix de ne pas contraindre le personnel de santé à le faire. On mise plutôt sur la conviction, sur des échanges qui auront lieu forcément pour essayer de convaincre le personnel de le faire, mais ceux qui ne le souhaitent pas ne le feront pas. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de lever cette conférence de presse en vous remerciant pour votre présence nombreuse.